Hop. Bonjour, je suis Guillaume, bienvenue sur ma chaîne La Chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo où on va parler du Canon EOS R1. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le R5 Mark II que je vais me procurer, donc si tu veux voir la vidéo, elle est là. Voilà. Et du coup maintenant on va parler plus du R1 que je trouve un petit peu moins intéressant que le R5 Mark II. Mais bon, il aura quand même des choses assez intéressantes. Hein, pour info, moi j'avais le R3 et je vais plus du coup m'orienter vers ce R5 Mark II. Donc il y aura un test sur cette chaîne. Et du coup là il a quand même envoyé signal de... En termes de prix, je crois que c'est le flagship le plus cher qui ait jamais existé pour... Attends, est-ce que le prix de quand... Ouais. Pour info, si tu t'en souviens pas, le A1 était lui à 7 300 €. Donc voilà, on a passé un petit cap ici. Et le A1, c'est 50 millions de pixels. Et même le A9 III, qui aura certaines capacités meilleures que ce boîtier, et certaines autres seront meilleures sur le Canon EOS R1, et ben voilà. Donc il est beaucoup moins cher, voilà, c'est ce que je voulais dire, beaucoup moins cher, de 499 €, ce qui n'est pas beaucoup lorsqu'on regarde au final, on aura le même nombre de mégapixels et la technologie est un petit peu plus élevée, meilleure sur le A9 III, à savoir que on a vraiment du global shutter, donc aucun rolling shutter, alors que là on aura un petit peu de rolling shutter. Et ce qui est assez marrant à signaler, c'est que on est sur un capteur empilé, mais aussi le R5 Mark II, il a ça aussi. Et on a limité à 40 images par seconde là-dessus, avec une limite en buffer qui est pas forcément énorme, alors qu'on est à 120 images par seconde lorsqu'on est sur le 9.3. Donc on va quand même regarder plus attentivement, hop, on va aller ici, les caractéristiques, mais moi qui ai possédé un R3, il fait pas le figure à côté de ce boîtier, c'est ça qui est assez étrange. Après il faudra peut-être comparer les deux côté à côté, mais il faut vraiment que ce boîtier-là soit bien meilleur en autofocus que tout ce qui existe pour justifier même son existence. Bien évidemment, si vous êtes chez Canon, vous trouverez quelque chose vraiment d'intéressant là-dessus. Mais ce qui est assez marrant pour moi, c'est que c'est surtout en vidéo que ce boîtier sera intéressant. Donc c'est peut-être le meilleur boîtier hybride qui existe au final aujourd'hui, avec le prix qui va avec, parce qu'on aura plein de codecs flexibles, hein, je les ai déjà vus sur le R5 Mark II, donc ce sera peut-être un petit peu plus facile de les décrire ici sans problème, et la vidéo durera peut-être un petit peu moins longtemps, à savoir à moins d'1h15. Donc on va regarder ici. On ira plus profondément dans les caractéristiques, parce que oui, c'est pas un test, hein, comme je vous l'ai dit, donc si tu es intéressé par un test, va voir autre chose, mais je trouve que c'est toujours intéressant de regarder les caractéristiques pour pouvoir choisir une chose que on ne peut pas faire lorsqu'on teste un boîtier, là où on sera concentré plus sur ce que peut faire le boîtier, on va se concentrer sur les points principaux. Et puis voilà, là je vais essayer de voir un petit peu tout ce que le boîtier a à donner dans ces choses assez spéciales. Après tu peux toujours aller sur le site pour un petit peu à tête reposée regarder toutes ces caractéristiques tout seul. Mais si tu veux avec moi regarder ce qui se passe sur le site Canon en même temps que j'en parle, eh ben tu es le bienvenu ici. Hop, donc assistant ultime, voilà, donc c'est encore un petit peu du marketing, bon, voilà, ça polarise un petit peu les gens, de savoir que c'est tout 24,2 millions de pixels, à savoir que on aura quand même le meilleur autofocus jamais designé sur Canon, puisque l'avantage de ce capteur, en plus d'être empilé, c'est d'avoir une façon de gérer son dual pixel qui est différente, même du R5 Mark II, à savoir que c'est pas du quad pixel, mais Canon a trouvé le moyen de le faire en mode moins cher et d'avoir une accroche beaucoup plus précise avec certains collimateurs qui vont être en croix comme ce qu'on avait, ou plutôt type en croix comme ce qu'on avait sur les réflexes, où là c'est pas vraiment pareil vous pouvez rerouter ça. Ça se trouve c'est la même technologie. Après, en fait, en gros, le dual pixel, ce qu'il utilise, c'est un pixel scindé en deux pour faire la mise au point. Donc il va voir la phase en fonction de ces deux portions de pixels. Et bien ce qu'a fait Canon, tout simplement, c'est d'en prendre un sur une masse donc, et de l'inverser. Voilà, tout simplement. Peut-être qu'on verra le schéma ici, donc ça se trouve ce que je dis, on le verra juste après. Donc le boîtier est un petit peu différent du R3 pour le différencier, mais on est quand même sur quelque chose d'assez similaire au final. Donc voilà, EOS 1, machin, truc bidule. On a le détecteur de l'œil qui a été encore une fois amélioré avec un œilleton un petit peu différent. Voilà. Donc AF type croisé, ce que j'ai dit, mais on n'a pas d'image là-dessus. Rétroéclairant empilé, donc la technologie du moment.
voilà, la plus intéressante en termes à la fois de dynamique et de rolling shutter, même si voilà, empilé, il y a mieux maintenant, comme je le dis, il y a tout ce qui va être bon, ce que j'ai dit avec le A9 III. Global Shutter, voilà. Le mec qui perd ses mots en plein milieu de la vidéo. Donc, capture simultanée de photo et de vidéo. Donc, on l'a aussi sur le R5 Mark II. Mise à l'échelle intégrée de l'appareil photo, deep learning, grandir de manière haute sensibilité. Donc voilà, on a un mode haute résolution comme sur le R5 Mark II. Sauf que le R5 Mark II, c'est 180 millions de pixels. Et là, c'est 96. Donc ça donne la même taille que ce que peut faire un S5 Mark IIX, puisque la densité de pixels est la même. 40 images par seconde, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, on est quand même meilleur chez Sony de ce côté-là, il faut quand même le préciser. Savoir si ce sera plus précis là-dessus que sur un A9 III, si je le signale, c'est que c'est quand même 3 fois plus élevé quand même sur le Sony. Hop, donc moins 7,5 EV à relativiser, comme je vous l'ai dit, avec le R5 Mark II. Donc je vais éviter la comparaison, puisque si ça se trouve, tu n'es pas intéressé par le R5 Mark II et tu n'iras pas voir cette vidéo-là. Donc on peut faire du 120 images par seconde 4K et du 2K 240 images par seconde, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Ce qui le rend égal à ce qui était meilleur jusque-là, donc c'est vraiment bien. Hop, autofocus, deep learning. Donc on a l'autofocus qui va essayer de suivre le sujet le plus intéressant, même s'il est capable de détecter tous les visages. Voilà, visage, yeux, corps, voilà. Il a plein de types de détection. Hop, intelligent dual pixel, de type croise. Donc ce que j'ai déjà dit. C'est moche, voilà. Donc on a la pré-capture dessus, 0,5 secondes apparemment, mais cette fois, au lieu d'avoir la pile de RAW, on a du RAW complet, donc ça peut être quelque chose de pas mal. Hop, les moindres détails, connexion puissante. Donc ça reste un petit peu du blabla marketing, donc on verra un petit peu plus ça dans les caractéristiques, mais il y a peut-être des choses que j'oublierais, donc je préfère mieux les regarder ici. Positionner, point de vue souhaité, puis... Ouais. Surtout que maintenant on a une connexion Wi-Fi bien meilleure, du 6 GHz sur le R5 II et ce R1. Et donc on va maintenant aller voir dans les caractéristiques détaillées, je vais juste un petit peu voir ce qu'il y a dans la boîte avant. Donc on a le R1, donc l'œilleton, donc au moins sur la gamme Pro. Alors faites attention, parce que si c'est le même genre d'œilleton, après s'il a été modifié, ça sera bien. Mais le R3 avait tendance à avoir un œilleton qui s'en va, tout simplement. Donc ça pouvait être problématique. Donc faites attention à ça. L'œilleton peut s'enlever, donc il peut s'enlever, donc faites attention. Le protège-griffe, donc la nouvelle griffe qui permettra de mettre notamment le Tascam pour avoir 2 XLR dessus. Bouchon de boîtier, la sangle, le chargeur LCE19, donc c'est les mêmes batteries que dans le R3, donc si vous avez des batteries, vous pouvez les garder. Voilà, tout simplement, donc c'est vraiment plutôt pas mal, et le chargeur est fourni pour 2 batteries, donc ce qui est plutôt pas mal en général de prendre 2 batteries, à voir ce que donne l'alimentation, à savoir si c'est normalement ça devrait être meilleur que le R3, et puis voilà, donc câble d'interface, donc un USB-C, USB-C, et un protecteur de câble, ce qui est standard. Donc les caractéristiques détaillées, hop, 0 à 45, donc c'est plus élevé que ce que peut faire le R5 Mark II. On a un boîtier qui est aussi... Et en fait, c'est pratiquement un R3, puisqu'on est sur le même poids. Sûrement la même répartition. Donc ça doit être une modification du châssis du R3 qui est vraiment assez exceptionnel et qui fait très qualitatif. Hop, capteur empilé, donc 24 millions de pixels, 40 images par seconde, on en a déjà parlé. Il peut faire du 6K RAW en 60 images par seconde. Est-ce qu'il peut faire du 6K en autre chose? On verra ça ici, donc AF de type croisé, donc un petit peu meilleur que le R5 Mark II, mais de manière générale, le logiciel sera le même, et on a le même Digit X, enfin le Digit Accelerator Plus, donc qui est un processeur dédié spécialement pour l'autofocus, qui laissera de la place pour le Digitix pour faire plus de calculs et avoir des améliorations qu'on ne pouvait pas avoir en ayant le même processeur sur des R6 Mark II, R5 et tout ça.
Donc caractéristiques détaillées, donc CMOS plein format, hop, avec avant l'interpolation, 26,7 millions de pixels. Enfin voilà, c'est tout le calcul de... je sais pas pourquoi ils le mettent, mais au final on arrive à ces 24,2 millions de pixels en 3,5. Hop, avec le meilleur système de nettoyage, je le dis tout le temps, je l'ai déjà dit sur le R5 Mark II, mais voilà, s'il y avait un truc à dire, c'est que moi, en utilisation précautionneuse, il n'y a que ces boîtiers-là qui n'ont jamais de poussière, et c'est vraiment très très bien hein, dans la vie de tous les jours. Hop, on a une amélioration de la stab, à voir ce que ça donnera en vidéo. Moi je pourrais que tester le R5 Mark II, mais on a une amélioration apparemment déjà en photo. Les photos ça a toujours été très très bien Canon, c'est plus la vidéo où ça peut des fois un petit peu poser problème. Donc on a déjà vu ça, donc monture RF qui est compatible avec les objectifs EF via les différentes bagues d'adaptation. Hop, tac tac, distance focale, donc voilà, normal, et 1,6 lorsqu'on est en crop, mais là, avec un capteur 24 millions de pixels, on sera très très faible en termes de définition. Donc on a le dual pixel, et comme je vous l'ai dit, voilà, les collimateurs de type croisé, ils sont faits en alternant un petit peu le motif du dual pixel dans les pixels. Hop, un système collimateur, 100%. Ah, par contre, contrairement au R5 Mark II, on est toujours à 100%, donc qu'on soit en suivi ou pas, c'est une certaine évolution. Donc ils ont dû quand même faire évoluer l'autofocus, donc l'autofocus potentiellement sera quand même meilleur que ce qu'on peut avoir sur le R5 Mark II, et je pense qu'il y a intérêt, hein, parce que faut vraiment que le boîtier il envoie du pâté, hein. Je pense qu'il sera très très bien, mais c'est vrai que ça donne des effets un petit peu de R3 Mark II, même si il n'y a jamais eu vraiment de flagship, ou que c'était peut-être le R3. Du coup, sélection automatique, donc voilà, je vais vous laisser regarder là-dessus. Pour moi, le nombre de collimateurs, c'est juste pour que vous voyez où placer votre autofocus, parce que c'est du dual pixel, normalement, il n'y a vraiment pas besoin de ça ici. Donc suivez AF. Donc humains, animaux, avec à chaque fois toutes les parties du corps qui vont être disponibles. Donc je sais pas comment ça va s'organiser. Donc ce sera à voir. Ce sera pareil dans le R5 Mark II de toute façon. Hop, mémorisation de la F. Ouais. Par LED. Donc il y a du faisceau d'assistance AF, ce que je ne conseille jamais de faire. Et bague de l'objectif. Donc on a une override complète de la mise au point. Comment dire ça, on peut passer directement en manuel, ce qui est très très bien, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Hop, évaluative, voilà, donc tout ce qui est habituel chez Canon, la correction d'exposition qui peut se faire en 1.2 ou 1.3, de jusqu'à plus 3 IL ou moins 3 IL, sensibilité ISO qu'on va avoir comme sur le R3 de 100 à 102 400 jusqu'à au final en H2 à 409 600 ISO. Obturateur, donc ce qui est bien, c'est qu'on reste quand même sur cet obturateur. On va voir, je vais peut-être pas dire tout de suite le nombre d'images par seconde parce qu'il n'est pas indiqué. Normalement, ça doit être le même que sur le R5. Donc on verra ça. Et donc la différence avec le R3, c'est qu'on va avoir un 64 millième de seconde contre un 32 millième en électronique sur le R5 Mark II. Et donc en mécanique, on est toujours à 8 millième de seconde, pardon. Donc ça s'habitue chez Canon. Voilà, c'est blanc. Tac, tac. Warning. Hop. Ah, par contre, il y a un truc où je me suis trompé. C'est que le viseur a changé du coup sur le R1, donc voilà, on est sur un nouveau viseur 9,44 millions de pixels, donc c'est le viseur des Sony A7S3, A1, A7R5, A9 III aussi, donc ils ont pris que la dalle bien évidemment, l'optique sera complètement celle de Canon, et donc du coup on est sur un grossissement de 0,8, ce qui est équivalent à ce que fait Nikon sur tous ses boîtiers. Seul Sony est sur 0,9, donc plus le grossissement est élevé, plus en fait ce que vous allez regarder dans le viseur sera équivalent à la taille du capteur en lui-même lorsque vous le regarderiez en face de vous. Voilà, tout simplement.
Après, voilà, c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de grand. Après, le relief d'œil est encore plus élevé que celui du R5 Mark II, donc le confort sera vraiment optimal, que ce soit avec des lunettes ou que ce soit sans, hein, ça sera encore mieux. Puis voilà. Hop, donc on peut aller jusqu'à 120 images par seconde, voilà, c'est plutôt pas mal. Suppression des fréquences d'images basses, ok d'accord. Donc il reste fluide même si on a des... ça, ce que ça veut dire, c'est que si on baisse en dessous du nombre d'images par seconde dans le viseur, on reste avec une visée fluide qui est compensée via logiciel à l'intérieur du viseur. Hop, Eye Control, donc on a le Eye Control comme sur le R3, mais en version améliorée, donc qui sera améliorée à chaque génération d'appareils photo. C'est bien mieux qu'avant, mais apparemment il y a encore un petit peu de travail, mais moi j'ai toujours trouvé que même sur le R3 c'était assez génial. Donc on le retrouve ici. Contrôle la profondeur de champ via bouton personnalisé, à savoir que aujourd'hui les Canon modernes n'ont pas besoin de le faire parce que en photo on a la possibilité de le mettre en prévisualisation, comment dire ça, de base, donc à savoir vous serez dans l'ouverture que vous avez choisie. Ça peut être intéressant, surtout sur des vieilles optiques, notamment les EF, qui peuvent avoir, je ne dis pas qu'elles l'ont, mais qui peuvent avoir un changement de mise au point en fonction de l'ouverture, ça arrive, comment dire ça, la mise au point glissante en fonction des ouvertures, et avoir la prévisualisation dans la bonne ouverture permet d'avoir un autofocus qui est plus précis. Pas forcément plus efficace parce qu'on perd de la lumière, mais plus précis. Hop, TFT, ah non, ah c'est super bizarre ça. Alors ça, ça je m'y attendais pas. Parce que j'ai dit dans la vidéo du R5 Mark II que on aurait certainement un 4 millions de points. Donc là on a un meilleur viseur, voilà, mais on a un écran qui est moins bon que celui du R3. Le R3 c'était 4 millions de points. Alors peut-être que c'est une erreur, j'espère que c'est une erreur, mais attendez-vous à une qualité inférieure à votre R3 si vous aviez le R3 et que vous passez au R1. Un truc assez étrange. Donc luminosité, 7 niveaux de réglage, à savoir que ce qui est intéressant chez Canon, même si ça ne change pas le lumen, c'est vraiment cramé l'écran en général, peut-être que ça s'est amélioré depuis, on a un bouton pour vraiment surexposer son écran pour pouvoir mieux voir par exemple en plein jour. Option d'affichage, réglage de base, mode nanana, synchronisation, ah oui. Je sais pas si je l'avais vu sur le 5x2, donc on a obturateur mécanique 1 200e, première vidéo électronique 1 320e, obturateur électronique 400, c'est pas mal. Même si sur le global shutter, maintenant c'est infini. Donc voilà, pour un capteur empilé c'est bien, mais de l'autre côté on a quelque chose qui est encore mieux. Speedlight, voilà, tout ça, mode, priorité flexible. On n'a toujours pas le nombre d'images par seconde. Ah voilà. C'était ce que je cherchais. Donc là, on a les cadrages qui sont disponibles, mais bien évidemment, ça recroppe dans votre capteur. Donc moi, je vous conseille de toujours rester dans vos trucs de base. Et donc, ça, traitement de l'image, c'est que vous pouvez le faire après coup pour créer des JPEG. Donc c'est quelque chose de pas mal. Hop, environ 12, donc 12 images par seconde. Donc c'est le même obturateur que sur le R5 Mark II et probablement sur le R5 et le R3. Vitesse maintenue, 1000 images en JPEG, tac tac tac. D'ailleurs c'est bizarre parce qu'on n'a pas 230 en RAW. Attends, 230, ça dépend les cartes. En RAW, je vais regarder, c'est 11, on le regardera après. Parce que moi, sur les tests du R3, en ayant pris la meilleure SD qui existe, parce que je voulais que ce soit enregistré sur la SD, j'obtenais des résultats pas mal, hein, vraiment jusqu'à 340 images par seconde. Oui, jusqu'à 340 images, donc en 30 images par seconde. Donc là, comme on est en 40, ça peut être limité. Donc oui, ça semble... Mais moi, c'était sur la SD. Donc à savoir si c'est de la CF Express de type B ou s'ils n'ont pas pris les meilleures cartes qu'ils trouvaient. Mais ça semble un buffer normal et en même temps sur de la CF Express de type B ça semble pas parfait non plus. Donc 14 bits, normal, recompressé et RAW encore plus compressé, hein, parce que c'est ça, c'est pas un problème hein, au final aujourd'hui, même Nikon est sur du RAW complètement compressé, d'ailleurs ils ont pris exemple sur Canon, et ça n'a jamais posé de problème, donc voilà, c'est juste que ça pèse moins lourd, et ils ont réussi à faire en sorte que la compression des données
ne soit pas impactante sur la qualité d'image, et c'est vraiment bien, et ils travaillent dessus depuis qu'ils font des appareils photo à capteur numérique, donc il n'y a pas de problème. Ok, combinaison JPEG ou RAW, si vous êtes, encore une fois, je vais le dire, sur Mac, AVE, c'est très très bien. Donc, c'est un capteur 24 millions de pixels, donc ça semble normal qu'on ait du 6000 par 4000, et donc on aura toutes les tailles qui sont disponibles ici. Voilà, structure de vidéo, donc vidéo, voilà, qui sera ça, et on va passer en vidéo. Donc, code de réglage. Donc là, on peut choisir son nom de fichier personnalisé, ce que j'aime bien faire, hein, comme ça, je peux à la fois différencier les marques et les appareils photo entre eux, donc c'est toujours quelque chose de bien, et même si on n'a pas la date, on peut se dire, ah oui, c'était tel appareil photo à tel moment. Donc on a MP4, DCI, UHD, 4K, oui, puisqu'on est sur un capteur qui n'est pas du 8K comme sur le R5 Mark II. J'arrête pas de faire la comparaison, il n'y a pas besoin. Donc à la fois en DCI et en UHD, en Full HD 16 neuvième. Ah, il fait pas de 2K 17 neuvième. C'est marrant. 4K Full HD, donc hop, HEVCS, H265. Attends, PCM linéaire. Ah oui, il y a bien le XAVC. C'est bien ce que je me disais. C'est juste que la description est un petit peu bizarre dessus. C'est celui qui a dû faire la traduction a pas vraiment bien fait son boulot. RAW 6K, donc du CAM 12 bits. C'est pas le RAW optimal, mais c'est du RAW qui peut aller un petit peu partout. Et l'intérêt du RAW, encore une fois, c'est de ne pas avoir de profil intégré de couleur. Donc vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. C'est ça l'intérêt du RAW, c'est de le passer soit dans un log que vous voulez, soit pas de log du tout, et directement le retoucher comme vous retoucheriez une photo dans votre logiciel vidéo. Ce qui est plus intéressant, c'est DaVinci, puisqu'il y a un RAW panel, parce que si vous le faites sur Premiere, vous tomberez directement sur du CLOG 2, donc c'est un petit peu dommage. Lui, il va choisir par définition ce qui l'arrange le plus. Alors que c'est un RAW, c'est pas censé être directement transmis dans un log, puisque c'est pas le but d'enregistrer du RAW de toute façon. Voilà. Et c'est ça normalement l'intérêt, c'est de ne pas avoir à présélectionner avant, même si vous pouvez le faire, de profil de couleur voilà, tout simplement. Donc vous restez en 12 bits sans avoir d'échantillonnage de couleurs, et c'est très bien puisque vous pouvez faire ce que vous voulez après. Donc quitte à créer par exemple des versions pour certaines personnes en 4.2 10 bits ou en 4.2.0 10 bits, mais pour d'autres faire du 4.4.4 12 bits. Voilà, c'est ça l'intérêt du RAW au final. Hop, DCI, hop, on a 60 images par seconde, ok, donc en RAW, ce qui semble normal puisque c'est du 6K RAW, donc c'est équivalent à ce que peut faire par exemple un Z6 III. D'ailleurs, ça sera assez marrant de comparer le rolling shutter, parce que le rolling shutter du Z6 III est assez exceptionnel, donc ce serait bien que lui il soit encore meilleur. Hop, DCI 4K 17 neuvième, voilà, donc on a RAW Light, donc c'est que du RAW. Et Light, c'est sûrement pour les 50 et 59,94. On le verra juste après, puisqu'il y aura le data rate qui sera décrit. Donc DCI 4K en long up, intra-frame haute qualité, donc c'est tout ce qui sera indiqué comme XAVC. Hop, intra-frame léger, donc probablement un data rate beaucoup plus faible, enfin un peu plus faible. UHD 4K, donc forcément 7 neuvième. Et là, on peut passer en 120 images par seconde. Intra-frame haute qualité, intra-frame, donc c'est la même chose. Enfin, c'est moi qui dis intra-frame, alors qui dit intra-tram en français. Je sais pas si ça se traduisait comme ça. DCI, donc on a le 240 images par seconde. Et tout ça, ce qui va être intéressant, c'est que c'est pas en mode ralenti. C'est vraiment de la vitesse réelle que vous pouvez, si vous passez en 24 images par seconde, avoir en 20%, et que vous pouvez même passer en 25 images par seconde. Bon, je sais pas combien ça va être pour cent, mais c'est pas mal. Si vous voulez avoir plus de ralenti disponible que du 100 images par seconde, ça peut toujours être intéressant. Enregistrement proxy, on a du XAVCS. Là, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est que du proxy, le XAVCS, ou le XHVCS, donc H265 ou H264, ou est-ce que c'est toujours comme ça? Ou est-ce que c'est enfin c'est un peu bizarre. Moi je pense que c'est du XFAVC, pardon, là-dessus.
mais ce sera à déterminer. C'est un peu étrange tel qu'ils le mettent, mais bon, voilà. Donc RAW 12 bits, bien évidemment, et après on est soit en 422 10 bits, soit en 420 8 bits. Et l'intérêt de ces nouveaux boîtiers, c'est que on peut ne pas choisir de log et pourtant continuer à avoir du 422 10 bits. C'est pas forcément vous choisissez Canon log et il n'y a pas de choix d'échantillonnage de couleurs, c'est forcément du 422 en 10 bits lorsqu'on est sur le log et pas du tout lorsqu'on n'est pas sur le log. Là, on peut faire ce qu'on veut, donc si vous êtes un peu réfractaire au log, mais que vous aimez un petit peu retoucher vos couleurs, ça peut être intéressant. Voilà, moi j'utilise le log de toute façon. Et ce qui m'intéressait sur je vais remettre le R5 Mark II, et qui est aussi sur ce R1, c'est le C-Log 2. Alors c'est pas le log le plus pratique du monde, c'est un log avec beaucoup de dynamique, mais en contrepartie beaucoup de bruit. Donc il faut soit aimer le bruit, soit voilà, juste aimer retoucher des couleurs et après reperdre beaucoup de dynamique. Enfin, voilà, en enlevant le bruit. Et il y a le C-Log 3 aussi, mais pour moi il est assez inutile. Il y en a qui font des choses très très belles, hein. Il y en a, j'admire ce qu'ils arrivent à faire avec du C-Log 3, mais moi personnellement je n'aime pas du tout ce profil. Et on a le PQ pour l'HDR, le HLG aussi pour l'HDR, le BT709 standard, qui est différent du Canon 409, qui doit être la version cinéma, qui a plus d'options. Voilà, et on a des custom, et donc qui peut être tous les profils normaux, en fait, tout simplement. Voilà, je suis un petit peu parti loin, donc on a plein d'options différentes. Moi, j'ai envie du Canon Log 2, bien évidemment, pour la dynamique, parce que ce sera beaucoup mieux, et ça matchera, parce que je peux, voire même ce sera peut-être encore meilleur que ce que j'ai par exemple sur mon S5 2X, et donc comme d'habitude, si vous voulez savoir comment je fais mes lots Canon, bah, je ferai le test sur le R5 Mark II pour récupérer des vrais bleus. J'arrive là, et ici, voilà. Parce que ça a toujours été mon problème chez Canon, des faces un petit peu, comment dire ça, trop rosé, enfin, un petit peu plus optimistes que prévu. Et du coup, des bleus qui passent sur du magenta. Donc là, c'est la vraie couleur, c'est le vrai bleu. Donc je suis content, c'est vraiment la vraie teneur. Peut-être en termes d'exposition, il peut y avoir des trucs un petit peu étranges, puisqu'on détermine son exposition aussi via son lutte. Mais voilà. Donc durée maximale d'enregistrement 6 heures. Donc comme d'habitude hein, chez Canon, c'est comme ça. Hop, fichier non limité à 4 Go, parce que ça c'était le FAT32 et il accepte, cet appareil photo n'accepte pas les cartes FAT32. Par contre, il y a un truc que je vais tester lorsque j'aurai le R5 Mark II et vous devez faire attention si vous enregistrez des vidéos avec ces boîtiers. Moi j'ai toujours constaté que le boîtier ne se décrit pas comme un lecteur de disque. Ce que ça entraîne comme problème, c'est qu'il est en compression logicielle FAT32 lui. Donc ça veut dire que si vous essayez d'extraire un fichier qui fait plus de 4 Go, il ne s'extraira pas. Donc il faut plutôt utiliser un lecteur de carte. Pour des photos, il n'y a pas de problème, puisque vous n'avez jamais de photo qui fait 4 Go. Mais pour les vidéos, vous pouvez avoir des problèmes. Donc faites bien attention à ça. Si vous voulez extraire de la vidéo, n'utilisez pas l'appareil photo comme périphérique. C'est incapable de se gérer comme un disque. Et enfin, je dis ça, hein, c'est sur tous les Canon qui étaient avant le R1 et le R5 Mark II. Donc peut-être que ça a changé, je ne pense pas, puisque c'est historique chez Canon, ça a toujours été comme ça. Mais voilà, si vous voulez un conseil, faites attention avec ça, et ne formatez pas votre carte avant d'avoir vu que vos fichiers vidéo sont bien sur votre ordi, et qu'ils font pas 0 Go. Voilà. Donc, extraction d'image, donc on peut faire des JPEG à 8,8 millions de pixels, donc c'est normal, hein, puisque c'est du 8K, tout simplement. Moi, je préfère le faire via le logiciel de montage, donc j'ai jamais eu de problème de ce côté-là, mais si vous voulez le faire pendant l'enregistrement de vidéo, ça n'affecte pas l'enregistrement de la vidéo, ça peut peut-être affecter le mouvement de votre caméra, si vous êtes en fixe, ou si vous appuyez sur votre déclencheur, ça se trouve, vous aurez plus votre panning normal et ça pourra poser des problèmes. C'est pour ça que je préfère mieux le faire après coup, mais c'est disponible ici. Et pour du coup l'avancer par rapport à, puisque c'était fait au temps du réflexe, c'est que là ça ne pose pas de problème à la vidéo. C'est enregistré en parallèle, il n'y a aucune interaction entre la photo et la vidéo, et c'est très très bien. Et donc on peut faire du AIF, mais seulement lorsqu'on est en HDR. Donc en fait c'est parce que, c'est ça qui est bizarre, c'est parce que normalement le profil de couleur, c'est peut-être parce que ça peut rentrer en interaction avec le log, mais en théorie le AIF on pourrait le faire sur tous les profils qui sont pas du 8 bits au final. Bon, voilà.
c'est que fait sur du HDR-PQ. Format d'enregistrement, voilà, tac tac tac. Et juste en termes culturels, hein, du JPEG, hein, c'est du fichier 8 bits tiré de la vidéo. Donc c'est peut-être pour ça. En gros, le AIF, c'est H265 420 ou 422 10 bits. Mais le JPEG, c'est le format standard Rec 709 en fait. Et c'est une évolution, le AIF est juste une évolution de ça sur le H265, qui est une partie plus avancée de codec vidéo H265, voilà, qui est déterminé pour faire une image photo, puisque voilà, ça pose pas de problème pour l'affichage, et donc voilà, ça reste un fichier tiré de la vidéo, dans tous les cas, si ça vous intéresse. Hop, donc, enregistrement, extraction d'image. Donc, débit binaire, voilà. Donc maintenant, on va regarder le débit, et comme je ne vais pas me kiffer comme la dernière fois, puisque le intra est pas forcément mis au bon endroit. Donc la dernière fois, je fais, il n'y a pas de intra frame en 4K, ce qui est le cas ici sur le R5 Mark II. Donc, RAW, donc on va avoir la version RAW 2600 mégabits par seconde. Hop, et donc là, c'est toutes les versions mises les unes après les autres, parce que la méthode de rangement là, de la personne qui a fait ce fichier, c'est de dire à chaque fois qu'on change de mégabit, on passe une ligne. Voilà, tout simplement. Donc on a le RAW, hop, là on a le RAW 6K normalement. C'est assez étrange tout que ça a été fait. Donc oui. C'est juste que les 1600 mégabits se retrouvent sur le 50, 24 et 23,98. Mais c'est un petit peu étrange parce que ça laisserait penser que ça c'est plutôt du RAW Lite. Ce qui est assez étrange. Je pense qu'il y a un problème là. Pour moi, c'est censé être plus. Pourquoi le 50p serait plus élevé? Pour moi, ce serait plutôt le 50 qui est là. Bon, après, à vérifier. Et on n'est pas là pour juste remarquer les problèmes des gens qui écrivent des trucs. Mais voilà. Donc, on peut avoir le Lite en plus faible. Donc, on passe de 2600 à 1800. Hop. Tout ça, tata, voilà. Et comme ça. Donc DCI 4K, UHD Fine, normal, voilà, suréchantillonné à partir du 6K et non suréchantillonné en même temps. Donc ils ont tout mis là. Genre, donc ce qu'ils disent pas, c'est que du coup le 60 images par seconde et le 50 sont pas suréchantillonnés. Genre ils ont décidé d'aller beaucoup plus rapidement alors que c'est beaucoup plus précis sur l'autre, mais bon, c'est pas grave. Donc là, pas suréchantillonné, là suréchantillonné. On a des débits qui sont beaucoup. Donc si vous aimiez pas les Canon en vidéo jusque-là, maintenant, c'est révolu. Tout ça, c'est des codecs vidéo. Pourquoi Canon ne l'a pas fait avant? Parce qu'ils pensaient tout simplement que ça rentrait, comment dire, ça leur empêcherait de vendre des caméras. Je pense que maintenant ils ont compris que c'est l'inverse. Ça leur empêchait de vendre des caméras, d'avoir des hybrides qui n'étaient pas accessibles en vidéo et qui ne donnaient pas un intérêt à avoir à la fois un hybride et une caméra cinéma Canon. Il y en a qui ont fait les deux, hein, par exemple avoir une C70 et un R6 Mark II. Ou un R5, mais pour moi c'est vraiment dommage de ne pas avoir les mêmes codecs. Là on a les mêmes codecs, quoi qu'il arrive, donc ça marchera vraiment très très bien, avec une fluidité sans commune mesure lorsqu'on est en 4K, parce que là c'est certes faible, puisqu'on est sur du long GOP, mais si on veut on peut passer sur de l'intra après, donc il va être intra-trame ici, et vous voyez que maintenant le 60 images par seconde, il passe à 1200 mégabits par seconde. On passe de ça à ça. Donc, suivant ce que vous voulez faire, du YouTube, quelque chose de plus professionnel, vous avez une flexibilité d'enregistrement qui sera beaucoup plus élevée. Et si vous voulez enchaîner les vidéos, quand même professionnellement parlant, et que vous voulez inonder Internet avec vos vidéos, ce sera peut-être plus facile de faire un nombre de mégabits faible, donc comme ça vous garderez de la place, et à la fois votre ordi il souffrira moins, il ira beaucoup plus vite. Donc voilà, il y a plein d'options ici, c'est vraiment très très bien. En intra, vous avez voilà, ça en 50 images par seconde, vous avez 1600 mégabits par seconde en 30 images par seconde, c'est vraiment très très bien. 480, donc ce qui veut dire que c'est plus élevé que ce que fait Sony par exemple en intra, puisque l'intra Sony ce serait typiquement 25p plus un 0, donc ce serait 250 mégabits par seconde, alors qu'ici c'est 500. Voilà. Est-ce que ce sera drastiquement différent? Je dirais que non, mais voilà, on a quand même quelque chose qui est disponible à la fois en débit très très faible et à la fois dans des débits beaucoup plus élevés. Donc il y a le choix pour absolument tout le monde. Et c'est là pour moi qu'en termes de vidéo, ça va se détacher
des autres flagships, hein, c'est que ce sera vraiment beaucoup plus flexible, hein, même si un Z9 sera aussi flexible, mais pas autant au final que ça. On n'a pas autant de trucs où on peut absolument choisir ce qu'on veut, parce que par exemple le H265 8K, vous pouvez pas vraiment choisir grand chose dedans, ce qu'on va voir ici après. Et donc voilà, c'est vraiment pour moi ce côté hybride du R1 qui doit vraiment être pris en compte, et c'est vraiment ça qui fera sens. Ok, donc voilà, donc non suréchantillonné, donc ce sera dès qu'on passe aux 120 images par seconde. Ce qui est assez marrant, c'est que là, ils ont fait exactement la même chose. Le haute qualité, ils n'ont pas dit par contre si c'était suréchantillonné ou pas. Non, parce qu'en fait, ils l'ont mis là, mais en fait, c'est très peu lisible, donc c'est un petit peu problématique. Donc si vous avez des problèmes à lire ça, c'est pas votre faute, hein, c'est que ça a été tout simplement pas optimisé pour que ce soit lu facilement. Pardon. Donc tout ça, c'est sûr de ne pas être suréchantillonné, comme le 50 et le 60 images par seconde. Hop, mais on aura toujours la vitesse réelle, ce qui n'était, encore une fois, je le rappelle, pas le cas à la fois sur le R5 et sur le R3. Donc c'est quand même une grosse évolution. À voir si les qualités 4K, 120 images par seconde, 60 et 50 sont à la hauteur. Mais je pense que oui, hein, il faut forcément que ça marche pour un petit peu battre la concurrence. Et donc voilà, en intra-trame, on reste cohérent aussi lorsqu'on est en long up, et donc c'est vraiment plutôt pas mal. Hein. Et après, si vous vous demandez toujours quel est le meilleur entre long up et l'intra, eh ben, ça dépend des cas, voilà, tout simplement. Donc il faut faire attention aux deux, hein, savoir que comme on a de la compression, comment dire ça, de l'algorithme de prédictif sur le long up, en fait on n'enregistre pas toutes les images, ce qui fait que le data rate peut être réparti sur moins d'images, et tout le reste c'est du calcul du calcul logiciel, donc il n'y a pas besoin d'avoir de data rate dessus, donc ça peut être par exemple en fixe beaucoup plus qualitatif du long up, parce que en all intra on répartit systématiquement tout le data rate sur chaque image, donc un data rate de comment 100 on va arriver ici, de 1200 par exemple, de 1800 voilà, en 120 images par seconde, il faudra comment se dire que c'est 1800 divisé par 120. Donc ça laisse pas beaucoup au final de data rate par image. Voilà. Donc on a aussi en HD le 240 images par seconde. Par contre, je pense que comme sur le R5, alors, on a de l'intra-trame standard en 240. Alors, il faudra que je vois sur le R5.2 si c'est le cas, mais de ce que j'avais vu, c'était pas le cas sur le R5.2. Donc, c'est un truc qui est mieux sur le R1 au final. Et un truc intéressant, ce que je vous disais par rapport par exemple à des Z9, eh ben, c'est qu'ici, on se retrouve avec la capacité de choisir entre LPCM et AAC, à savoir qu'on sera en 24 bits contre du 16 bits. Alors certes, maintenant il y a mieux chez Panasonic, mais au moins on peut avoir de l'audio LPCM non compressé, ce qui est toujours mieux que de l'AAC. L'affichage HDMI, donc voilà, vous avez ça, et vous avez la sortie HDMI, qui est voilà comme ça, YCBCR. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, il n'y a pas de sortie. Ce qui est marrant, c'est que je sais pas s'ils l'ont pas mis, mais il n'y a pas l'air d'avoir de sortie ProRes RAW là-dessus. Donc voilà. Sensibilité ISO, en vidéo, jusqu'à 32000, on peut aller jusqu'à 204 800 lorsque l'image personnalisée est désactivée. Ok. Donc, tout ce qui est option réseau, moi je vous laisserai regarder ça parce que c'est pas ma spécialité. Hop, format d'image, image unique, voilà, index 4 images. Alors ça c'est tout ce qui est indiqué dans le boîtier, il n'y a pas forcément besoin d'en parler ici. Interface, donc on a un HDMI plein format maintenant, contrairement à ce qu'on avait sur le R3, ce qui est très très bien. Voilà. Et tout ce qui va être, comme d'habitude, la prise spéciale pour déclenchement, ce qu'on n'a pas sur du R6. Après, moi j'ai jamais trouvé que comment dire ça, les jacks 2.5 c'était un problème, c'est beaucoup plus simple parce que c'est beaucoup plus facile à trouver et c'est beaucoup plus universel puisqu'on peut s'en servir pas que pour ça. Donc voilà, c'est à la fois la conception professionnelle contre... D'ailleurs ça me fait penser que du coup mon déclencheur du R3 je pourrais m'en servir sur le R5 Mark II. Youpi. Batterie, donc on a la LPE19, donc on va voir en 23 ce que ça veut dire. De toute façon, je vais passer à la fin sur toutes les notes de bas de page, parce qu'il y a des choses intéressantes. Il y avait des choses intéressantes sur le R5 Mark II. Hop, l'alimentation, pardon, LPE19.
Chargeur, ouais, voilà. Tatata. Donc il fait de la PDE2. Ah oui, donc non, non, ça c'est les adaptateurs pour le mettre sur secteur via l'USB-C. Donc on a les adaptateurs EOCR2 vers EF, donc on a toutes les compatibilités. Normalement tout devrait encore être compatible. Si vous avez acheté des petits trucs genre les transmetteurs Godox modernes, ça marchera toujours, hein, j'imagine, sur le nouveau R5, R1. Et voilà, maintenant, du coup, on va avoir tout ce qui va être intéressant et tout ce qui n'est pas dit par Canon, donc tous les petits détails croustillants qui poseront peut-être des petits problèmes. Donc la performance de la stabilisation, là, et ça a été calculé à partir du 24-105. C'est plutôt cohérent, hein, puisqu'ils ne vont pas le faire avec avec toutes les optiques, ce serait un petit peu taré. Mais, certains le feraient, mais je pense pas qu'ils aient le temps vraiment de faire ça. Type croisé ne fonctionne pas. Attends. L'autofocus de type croisé ne fonctionne pas. Détection de ligne verticale uniquement pendant l'enregistrement vidéo. Ah, en vidéo, ça ne marche pas, par contre. Ah, bah c'est dommage. Ah, c'est très dommage. Ah, Canon. Ah, merci. Tac. Ok. Ou pendant le mode prise de vue continue haute vitesse plus AF cerveau. Lors de... Hein, ouais, avec le premier... Ah oui, c'est que de l'électronique. Ok, d'accord. Ok, pour plus d'informations, nanana. La mise au point automatique avec la faible luminosité est disponible avec un objectif qui ouvre à f1.2, donc les EV7.5. Si vous convertissez ça dans des unités de mesure plus du domaine humain, donc à savoir ce que mesurent Sony et Canon, c'est plus de l'EV6 ou de l'EV5. Parce qu'eux, ils mesurent avec des optiques à f2. Donc voilà, on peut toujours avoir des meilleurs résultats avec des optiques plus ouvertes. Je suis totalement d'accord. Disponible, T4, ah oui, le défocus smoothing, ça enlève de la transmission. Donc vous avez le bokeh, mais pas l'ouverture. Disponible uniquement pour les photos obturateurs électroniques. Si la taille des personnes à l'écran est petite, je ne sais pas à quoi ça fait référence. Action, prise en charge, football. Donc ça c'est les types d'autofocus voilà, différents. Les zones, j'imagine. La touche iPhone présente 2 états qui peuvent être personnalisés. Donc consultez le guide. Index d'exposition recommandé. Les sensibilités ISO étendues ne sont pas disponibles lorsque prise de vue HDR PQ. Ouais, ok, d'accord. Objectif à l'infini. Les performances de l'autofocus en basse lumière sont réduites en cas d'utilisation de la suppression des fréquences d'image. Ah, c'est assez marrant ça je le savais pas. Donc si vous activez le fait de ne pas avoir le viseur saccadé, eh ben, ça pose des problèmes pour l'autofocus. C'est bien de le savoir. Lorsque vous utilisez le Speedlight EL et EX et que la priorité à la vitesse de synchronisation... Quoi? Ah oui, en fait, c'est ça le problème, c'est que un petit peu de contexte ne ferait pas de mal, puisqu'à chaque fois il faut redescendre et revenir. Alors, c'était 11, c'était de la vidéo... Ah oui, non, c'était la rafale. Selon les normes de test Canon avec des cartes CF Express et lors de l'autofocus cerveau, seuls les objectifs RF et certaines optiques EF, donc à mon avis ceux qui vont des puces internes, donc les téléobjectifs modernes, les plus modernes, peuvent être utilisés pour la prise de vue en continu à la vitesse maximale. La vitesse de prise de vue en continu peut être réduite par l'objectif, la vitesse d'obturation, l'ouverture, le flash, oui ok d'accord. Lorsqu'elle a un voilà. Et donc si vous mettez l'anti-scintillement automatique, vous allez perdre de la rafale, donc évitez de mettre la rafale plus l'anti-scintillement, à part si vous êtes obligé. Voilà. Attends, j'étais... Voilà, donc l'image prise en charge JPEG AIF, les images mises à l'échelle peuvent être recadrées. Ah oui, c'est les images, c'est les photos lorsque on enregistre en vidéo. Les images peuvent être enlevées. Ok. Le HD 4K et le Full HD couvrent 94% de la zone horizontale. Voilà, donc c'est ce que je disais aussi sur le R5 Mark II. On a du DCI et de l'UHD. Mais ils n'utilisent pas la technique d'habitude, c'est de faire de l'interpolation pour avoir exactement la largeur du cadre. Eux, ce qu'ils préfèrent faire, c'est prendre le DCI en 4K qui est du 4096,
et l'UHD qui est du 3840, donc en fait le 16 neuvième il est un petit peu plus haut, mais avec moins de pixels en largeur, alors que la verticale est au final la même. Vous voyez un petit peu là où je veux, là où je veux en venir. Et du coup, en fait, eux, pour faire du coup l'UHD, je vais arriver, ils préfèrent recadrer. Putain, je fais n'importe quoi. J'arrive plus. Recadrer sur les côtés. Donc moi, mon conseil, si vous voulez faire de l'UHD et que vous savez pas si vous voulez faire du DCI, mais que vous êtes quand même tenté, prenez le DCI, vous serez à 100%, et de toute façon, vous aurez vos 94% qui arriveront si vous vous recadrez en UHD lorsque vous êtes dans votre logiciel de montage. Voilà. Donc si la température interne de l'appareil devient trop élevée, oui, il y a aussi l'APS-C qui est à 58,5. Si la température interne de l'appareil devient trop élevée, la durée d'enregistrement maximum sera réduite, ce qui semble un petit peu normal. Avec le paramètre de fréquence d'image élevée désactivé, le film enregistré avec l'audio et le film est à la vue réelle, oui. Avec le paramètre fréquence d'image élevée, oui, donc en gros, il y a un mode directement ralenti, mais au-delà de ça, dans ce que je vous avais montré dans les fréquences d'image et tout ça, les data rates, c'est en image réelle. Donc en fait, vous pouvez faire du speed ramping. Vous arrivez avec une image, par exemple, à 120 images par seconde, qui, pour aller en 23,98 par exemple, vous mettez à 20% dans votre logiciel de montage, et vous pouvez faire des courbes d'accélération, et c'est intéressant, plutôt que d'avoir une image directement ralentie, où vous pouvez rien faire dessus, puisque vous êtes directement dans votre mode. D'ailleurs, Canon fait du 30 images par seconde, vous pouvez juste convertir votre 30 images par seconde en 25 ou 23,98 en faisant 98 ou je sais plus combien sur Premiere. Et c'est un petit peu, je sais plus comment c'est sur DaVinci. Voilà, donc c'était ça. Ah, et du coup, voilà, ce que je disais, c'est 30 images par seconde en NTSC, et en PAL, bon, ce sera le plus normal, 25 images par seconde, donc c'est mieux lorsqu'on est européen de faire ça. L'appareil photo ne peut pas cadrer des photos à partir de films RAW. Ok, d'accord. Je ne sais pas où ça vient parce que je croyais que c'était avant. L'enregistrement vidéo ne s'arrête pas pendant la prise de photo. Voilà ce que je vous disais, ça n'entache pas l'enregistrement de la vidéo. Les films sont enregistrés sur la carte 1 et les photos... Ah oui, d'accord. Sur la carte 2, pour quelle raison? Et si on choisit d'enregistrer sur l'autre carte la vidéo, ça fait quoi? Ok. HDMI CEC non pris en charge. Donc ça doit être une norme. Détection d'images floues, de troubles, dans certaines scènes. Donc ça doit être un truc que j'ai pas regardé, bien évidemment. Donc ça, c'est les vieilles batteries. Donc c'était ça qu'on voyait dans les LPE19. Parce qu'apparemment, ça a le même format que les vieilles batteries EOS. Je sais plus à quel moment c'était, mais c'est très très vieux. Je crois que la LPE4N... N C'était quand ça? C'est pas... Un DX ou un D Mark IV? Bon, bref. Tac, tac, tac. N'est pas pris en charge. Parce qu'on a du 6 GHz, donc ce qui est élevé, mais je ne comprends pas en fait ce que ça veut dire. Donc à vous de regarder ce que ça veut dire. Voilà, donc on aura à peu près tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le boîtier? Moi je dirais que non, ça se trouve il y a plein de trucs que j'ai oubliés et que je verrai sur le test du R5 Mark II, mais même si voilà, j'aurais pas ce boîtier là, donc je pourrais pas vous dire au final, donc c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Donc ce que je peux dire sur le R1, c'est que je reste sur ma conviction que en termes de boîtier purement photo, c'est pas vraiment le meilleur. Il y a peut-être des grosses améliorations en autofocus, il y a plein de sujets choisis, mais maintenant Sony a aussi et c'est lui qui a inventé ça, au final, la puce spécialement dédiée autofocus, qui est marrant, c'est marrant parce que maintenant ça arrive chez Canon. Comme quoi, comment dire ça, il y a quand même un peu d'émulation chez les fabricants d'appareils photo japonais. On n'a que 40 images par seconde. Suivant ce qu'on peut enregistrer, d'ailleurs, j'ai pas vu de choses qui indiquaient quelque chose d'intéressant ici. Focus cerveau, donc en fait, ils parlent pas des. En fait, ils ont dit genre 230 images. Mais on sait pas avec quelle carte. Donc ça se trouve, c'est beaucoup mieux. Ou ça se trouve, c'est totalement ça parce que au final, le buffer arrête à un moment donné la carte. Donc 230, c'est plutôt pas mal, mais en même temps, ça fait. Je vais calculer ça.
ça fait combien de secondes? Parce que sur le R5 II c'était 93, donc ça faisait 3 secondes au final de 30 images par seconde, ce qui n'est pas très élevé. Mais ici on aura bien évidemment plus, et voilà alors, donc 230 divisé par 4, donc... Mais non, par 40. Ça fait 5,75 secondes. Je soupçonne qu'on puisse faire mieux avec le boîtier, parce que moi, avec mon R3 et une carte SD qui faisait 180 MO par seconde, je pense, je pouvais faire 340 images par seconde. Donc en 30 images par seconde, c'est quand même pas mal, c'est 10 à 11 secondes, 11 presque 12. Donc je me méfierais peut-être un petit peu des mesures, peut-être qui sont très très précautionneux, où ils ont pris des cartes vraiment nulles, hein, parce que ça me semble un peu étrange. Après, il faudra voir les mesures des tests des gens, hein, plus que vraiment voir si Canon a raison ou a tort. Puis voilà, au final. Donc moi, je reste sur cette image que le boîtier fait tout à peu près bien, mais il fait pas ça mieux que d'autres boîtiers. Et même le R3, il est pas si loin au final, hein. Il a certes, pour moi, il a pas un autofocus le plus cohérent du monde, hein. Tout le monde dit oui, meilleur autofocus et machin. Moi, j'espère honnêtement que le R5 Mark II fait beaucoup mieux, hein, parce que ce sera quand même bien mieux à voir, mais pour moi, ça n'a jamais été les meilleurs autofocus. Ça détecte très très bien, mais si on demande des choses un petit peu plus précises et compliquées, c'est pas forcément les boîtiers qui pour moi font le meilleur autofocus. Donc c'est ça aussi que je verrai avec la comparaison par exemple du R5 Mark II avec le Z8 que je possède. Mais pour ce qui est ici, voilà, ce que je dirais du boîtier, c'est que pour moi c'est l'appareil photo le plus cohérent si on est professionnel et qu'on veut faire de la photo et de la vidéo. Avant, le plus cohérent, ça restait le R5C, même si on était pro, hein, parce que pour moi, comment dire ça, le R3, il a jamais été si bon que ça en vidéo, que ce soit à cause du log, que ce soit à cause de l'H265 ou du RAW CRM qui avait des data rates qui étaient trop élevés pour pouvoir faire de la vidéo correctement, et même comment dire ça, se faisait battre en termes de dynamique par rapport à des boîtiers qui valaient 3 fois moins cher. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Et en plus, en termes de vidéo, on est sur le boîtier le plus complet qui existe en termes de flagship. Ça dépasse ce que peut faire Nikon au final sur le Z9. Mais encore une fois, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que si on prend le Z6 Mark III, on a des performances qui seront un petit peu plus équivalentes entre les deux. Donc voilà, si vous êtes Canon et que vous voulez avoir un petit peu le top des performances, le meilleur boîtier, en termes de, comment dire ça, de prestations physiques, de confort, d'avoir deux, et c'est ça peut-être aussi l'intérêt dont j'ai pas parlé, d'avoir deux CF Express de type B, donc la redondance elle sera automatiquement bien meilleure que même sur le R5 Mark II, donc tout ce que vous allez faire dessus, eh ben, ce sera possiblement beaucoup plus facile, vous avez de la redondance sur le 6 carreaux, sur tous les enregistrements vidéo, ce qui n'est pas le cas sur le R5 Mark II, et c'est pour ça que ce sera un outil très intéressant pour moi, pour des vidéastes et photographes en même temps, ou même que des vidéastes qui veulent le boîtier le plus rapide de chez Canon. Après, il faut voir si le rolling shutter est cohérent et si on a du coup des résultats meilleurs que sur un Z6 Mark III. Il en reste que la dynamique sera bien meilleure. Voilà, il y a plein de choses qui rendront ce R1 bien, mais il est quand même un petit peu cher. Mais bon, faire du 6K en qualité comme ça et avoir, comment dire ça, les capacités de codec cinéma Canon, c'est possiblement quelque chose d'intéressant pour filmer. Est-ce que ce sera meilleur que d'avoir une C70? On aura du plein format, voilà. Mais il y a quand même quelque chose qui reste intéressant de plus en plus à force de regarder le boîtier, mais c'est pour moi pas du côté de performance photo pure du boîtier, c'est vraiment une espèce de gros hybride vraiment très très intéressant en vidéo, avec des capacités du R3 en photo améliorées. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous laisser là-dessus. Si il y aura plus, ce boîtier sera de toute façon beaucoup plus sujet à débat que le R5 Mark II, puisque le R5 Mark II, il a des performances qui s'alignent sur le Z8, mais en ayant toutes les qualités modernes des Canon. Donc voilà. Et en plus des codecs vidéo Canon, ce que n'a pas le Z8, puisqu'ils sont encore très récents là-dedans avec l'acquisition de RED. Donc voilà, si tu as des questions en commentaire, si tu veux qu'on discute un petit peu de ce boîtier, eh ben, tape ton commentaire et je te répondrai et je vais te dire salut et à bientôt dans la chambre en art de Goupil pour une nouvelle vidéo.
longue ou pas longue.